Je crie, je hurle, je fais ma vie et à vous les studios. Il faut de l'énergie, il faut que je... Voilà, je vais ramener l'énergie, j'arrive. Je nous ai mis en 4K, ça va être trop bien. Let's dive in. On est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je crève de chaud, je sais pas si ça se voit. On entend les voitures et tout. That's not cool. I'm coming back. Hello à tous, comment allez-vous? Il fait si chaud. Oh my god, je crève de chaud. Ok, let's dive in to the subject. Oh my gosh, she's speaking in English now. Oh no. Bon, est-ce qu'on est parti? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan finalement de mes lectures. Je vous en ai parlé de certaines que j'avais envie de lire la semaine passée. Et cette semaine, on va parler de ce que j'ai lu, des abandons, de ce que j'ai appris aussi. Enfin, vous allez voir, ça va être très divers et varié. Et on va commencer tout de suite. Star Wars. Qui ne connaît pas Star Wars aujourd'hui? Et ma question est plutôt, est-ce que vous connaissez des œuvres qui ont été inspirées par Star Wars et qui valent le coup? Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que moi, j'ai trouvé quelque chose, un ovni finalement, qui est juste derrière moi, vous le voyez là, qui n'est nul autre que Les Cires, la prophétie de Nikomos, pas du tout, la prophétie de Nokomis, écrit par Myriam Savary, paru aux éditions Nouvelle Plume. Donc je pense qu'on le voit assez clairement avec ce gros bandeau rouge. Ce livre a été primé, en tout cas il a reçu le prix de l'imaginaire en 2019. J'en avais jamais entendu parler. Je l'ai, cette fois-là, ouais, je l'ai pris à la médiathèque. Et en fait, je suis tombée dessus complètement par hasard et c'est ça que j'adore avec la médiathèque parce que je pense que... Et non, c'est même pas je pense, c'est je suis sûre qui se trouve pas en librairie actuellement, enfin je suis pas tombée dessus en tout cas dans les librairies de ma ville. Et ouais, donc si jamais vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît parce que... Quelle lecture! Dans cette histoire, on va voyager très loin de la Terre puisque on va se retrouver sur une planète qui se nomme Pyrrha. Et Pyrrha est une planète du royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, depuis 700 ans, le royaume et l'empire sont en guerre et l'oracle l'a prédit. L'un des deux va s'effondrer car l'enfant de la prophétie va faire basculer le destin de ses deux ennemis. L'enfant avec un grand E. Et donc nous sommes à Pyrrha, planète du royaume donc, qui est attaquée par des errants. Les errants c'est quoi? Eh bien ce sont des créatures qui déciment les populations lorsqu'elles vont sur leur territoire. Mais dans tout ça, vous allez me demander, Lina, c'est quoi les cires? Eh bien les cires, ce sont des personnes qui ont le don. Le don en fait, c'est tout simplement des capacités qui sont plus développées chez ces personnes. On nous dit que tout le monde a en soi un potentiel, une puissance, mais ceux qui ont le don, voilà, ils sont capables de contrôler cette puissance que j'ai presque envie d'appeler force. Vous voyez un peu pourquoi je parlais de Star Wars, et encore ce n'est que le début. Et donc ces personnes qui ont le don sont emmenées dans une académie pour parvenir à le contrôler et devenir soldats de la garde royale. Donc, nous on va suivre Liane. Liane, c'est une jeune fille qui a le don, qui va rentrer dans cette académie. Et le but de ces élèves qui rentrent à l'académie, c'est de se trouver un professeur, un maître. Et dans cette école, la jeune fille va faire la rencontre d'un garçon qui se nomme Haruta, qui est très nul. Lui, franchement, il a le don, mais il sait pas bien l'utiliser, il est constamment dernier de la classe, et c'est ok. Et ces deux individus vont lier une amitié, et ensuite ça va être le début d'une grande aventure pour tout un panel de personnages finalement. Donc ouais, vous allez retrouver dans ce livre des éléments qui vont rappeler Star Wars, mais je tiens quand même vraiment à le souligner, on n'est pas avec Anakin et Padmé, enfin je veux dire, c'est une histoire vraiment qui a sa patte, qui a son... ouais, qui a son empreinte. Donc j'ai été coupée, mais je vous disais, c'est super cool de retrouver des éléments. Par exemple, on n'a pas de sabre laser dans les cires, mais on va avoir des sabres et des lasers. En fait, ça les deux, c'est drôle. En fait, Myriam Savary arrive vraiment à distiller, voilà, les informations petit à petit pour toujours nous tenir en haleine. J'ai été vraiment happée par l'histoire, je l'ai bouffé en 2 jours ce livre alors que voilà, il fait quand même un peu plus de 500 pages et voilà, c'est dense, mais on veut savoir la suite. Il a vraiment fait en sorte de ne pas avoir
le royaume c'est les gentils et l'empire c'est les méchants. Non, non, il y a vraiment des nuances. Ça m'a presque donné envie de revoir Star Wars, cette histoire. Voilà, en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais je peux pas, parce que sinon je vous spoil, et c'est pas le but. Mais sachez, ah oui, alors par contre, je voulais vous parler d'un truc, parce que j'ai trouvé ça super drôle. On va parler de l'âge des personnages, donc si vous voulez rien savoir sur l'âge des personnages, zappez, je vous mettrai un petit cœur là, quand j'aurai fini de parler de ça. En gros, j'apprends à... presque au deuxième tiers, j'apprends qu'un personnage, donc un prince, et en fait au début de ce livre on nous dit que ce personnage en a marre de tel personnage parce que à force d'avoir affaire à lui, il va se retrouver avec des rides avant l'âge. Et du coup là je me suis dit ok, ce personnage je le situais à peu près 30-40 ans. Je me suis dit bon, s'il parle de rides et qu'il en a pas forcément beaucoup, il en a pas forcément encore, ouais, il a entre 20-30 ans, mais plus vers 30 ans, je pense. Et j'apprends, donc comme je vous le disais, j'apprends au deuxième tiers du livre que ce personnage a en fait une petite centaine d'années. Et j'étais là, mais what? Genre, le mec, il a plus de 100 ans, c'est quoi, c'est des vampires? Et en fait, son père, donc le roi, va fêter ses 1000 ans. Et c'est là où je me suis dit, ok, alors attendez. Parce que notre héroïne, elle a environ 18 ans. Lui, il a 100 ans. Son père, il en a 1000, et en fait, ceux qui ont le don vivent plus longtemps. Et quand j'ai appris que son père en avait 1000, je me suis dit, bon, bah ce petit prince, en fait, il est pas si vieux que ça, au final. Genre, la différence, c'est quoi, son père, il a eu à 800 ans 8 petits joueurs, le gars. Voilà, et du coup, ça m'a vraiment surprise de me dire, ok, ce personnage a en fait 100 ans, et différence d'âge entre les persos, et bon, voilà, fin de la parenthèse. On passe à la suite. On continue avec un récit qui m'a aussi embarquée de bout en bout, quoique sur la fin j'ai eu un peu de mal, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous parle du livre de Alexiane Delis, De sang, d'écume et de glace, paru aux éditions Michel Lafon. Il m'a toujours intrigué ce livre parce que il y a 2 ans je suis partie aux Imaginales à Épinal. L'autrice était là, Alexiane Delis, j'avais pas encore lu Tizieri que j'avais adoré, sinon je serais venue la voir. Mais en tout cas je voyais bien qu'il y avait une queue mais énorme pour les dédicaces de cette autrice, donc ça m'avait intriguée. Je me suis dit attends, ces petites histoires de sirènes, ça raconte quoi du coup? Et je vais vous le dire, alors dans cette histoire on va suivre Perséphone qui est atteinte d'une mystérieuse maladie, et juste après le bac, son père va l'autoriser à se rendre chez sa tante en Bretagne, et tout ça en secret puisque sa mère ne veut pas la laisser partir seule, voyager, etc. Donc c'est chaud. Et donc du coup, Perséphone va sauter sur l'occasion, se rendre chez sa tante Méduse, qui est assez excentrique pour notre plus grand plaisir. Et voilà, et c'est la première fois qu'elle fait face à l'océan, le grand bleu. Et donc elle va se sentir attirée par l'océan, et il va lui pousser des nageoires. Enfin bref, ça va être toute une aventure. Elle va se retrouver, pas tout de suite avec une queue de poisson, mais justement, j'ai adoré moi suivre toutes ces aventures sous-marines et terrestre aussi. Et je vous disais, la fin, j'ai eu un petit souci avec la fin qui fait que je ne vais pas poursuivre. Pourtant voilà, Alexiane Delis, en fait, j'ai un peu cette relation avec ses livres, c'est que les premiers tomes, je les adore, et les deuxièmes, comme je vois qu'ils vont être... Enfin, en fait, je vois la tournure que prend la romance, et ça me plaît pas trop. J'ai du mal avec ces romances, alors que, je sais pas, moi j'adore ces univers. J'aime les prémices, peut-être, dirons-nous, des romances, et après, j'ai du mal. Donc voilà, c'est vraiment tout à fait personnel. Donc peut-être que vous allez adorer cette romance-là, et voilà. Mais c'est vrai que moi je suis dure en romance. Ça n'empêche que j'ai adoré ce premier volume, vraiment. C'était super. À tel point que, et ça c'était pas prévu, à tel point que ça m'a donné envie de regarder des documentaires sur la vie marine, rien que ça, et je trouve ça trop cool parce que, je sais pas si vous connaissez, sur Netflix, il y a une série, série documentaire qui se nomme Ocean et qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que les images sont magnifiques. J'ai rarement vu des plans aussi beaux de la flore marine. Et il y a aussi ce que j'adore dans les romans de Alexiane Delis, c'est qu'ils sont engagés, il y a toujours ce côté très engagé, et voilà. Et donc je voulais vous dire, parce que pour moi c'est incroyable, et il faut que tout le monde sache ça, c'est que j'ai découvert dans ce documentaire un phénomène qui existe notamment, du coup on nous dit, à Las Vegas. Pendant la nuit, il y a cet effet sur l'eau fluorescent, voilà, luminescent dirons-nous, qui survient, et
je trouve ça juste magique parce qu'on a vraiment l'impression, donc on nous explique que c'est l'effet de la bioluminescence et on a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction avec ces dauphins et ces poissons qui vont aussi être bioluminescents et créer voilà cet effet vraiment magique. Je trouve ça incroyable, donc il fallait que j'en parle. I needed to share. Et donc rien que pour ça, je suis contente d'avoir lu ce roman. Et on continue avec, cette fois-ci, des déceptions. Et oui, messieurs, dames, il faut passer par là. Moi, il faut savoir que j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords à abandonner un livre si je vois que ça va pas me plaire. Si je le sens pas au bout de certaines pages, j'abandonne, en fait. Et même si je suis au milieu et que voilà, ça me plaît plus que ça, bah, je vais pas me forcer. Après, inversement, il y a des fois où je sens pas trop le début et puis finalement je me force et heureusement que je l'ai fait parce qu'après ça devient trop cool. Mais voilà, il y a des fois où je sais pas, je sais que ça va pas le faire donc j'arrête. C'était notamment le cas avec, malheureusement, je vous en parlais la semaine dernière, Affronter la nuit de Marie Réplin. Marie Réplin, faut savoir que j'adore son compte Instagram parce que, je sais pas, j'adore sa manière de parler des livres, de les mettre en avant et même son propre livre, genre je trouve qu'elle le met tellement bien en avant. Et donc voilà, donc j'étais déçue un peu de pas trop apprécier, mais en même temps, c'est quand même très young adulte et je pense que c'est pas ce que j'avais envie de lire sur le moment. Donc très brièvement, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Liv et qui va faire partie des élus finalement, ces personnes qui sont touchées par... Qui sont touchées par quoi? Par la lumière? Par la lumière... Non, c'est pas ça. Par le rayon magique, voilà. Ils sont touchés par le rayon magique. Et donc une fois que le rayon vous a touché, vous allez vous rendre dans une académie pour devenir des guerriers d'élite et vous battre contre les dragons, décrits comme l'ennemi naturel des hommes. Donc, notre chère Liv, elle va rejoindre cette académie et faire la rencontre du capitaine... attendez, j'adore son nom quand même. Le capitaine Alsol, Ryan, non c'est pas ça, Rylan Alsol quand même. Et donc on se doute que les deux vont créer des liens plus qu'amicaux, voilà. Et donc j'ai pas été franchement convaincue par cette histoire que je n'ai pas terminée. Du coup, hein, je précise quand même, je l'ai pas... Enfin, j'ai lu en diagonale la fin, mais je l'ai pas lu entièrement. Et alors par contre, j'ai bien lu le début, et là, on reconnaît, mais direct. Alors il y en a beaucoup qui parlaient de Fourth Wing, en disant que oui, on va retrouver le même Enemies to Lovers avec la future guerrière et son capitaine, mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'autres ressemblances. Enfin, en plus, l'autrice, donc Marie Réplin, n'a pas lu Fourth Wing, donc enfin voilà, il y a vraiment... ces deux livres différents. Et donc je vous parlais du début, mais par contre le début, les vibes de Hunger Games, c'est fou hein, parce que là on a Star Wars, et avec Marie Réplin, on a Hunger Games et vraiment c'est très reconnaissable. Vraiment ça m'a tellement rappelé Katniss en fait et sa petite sœur, comment elle s'appelle la sœur de Katniss? Elle sera là. Mais en tout cas, mais ouais, la petite sœur qui veut pas que la grande soit choisie et qu'elle parte. Les élus, bon il y en a pas deux, il y en a plus que deux, mais ils sont tous rassemblés et ensuite ils vont se rendre, pas au Capitole, mais vous voyez dans la cité mère quoi. Et ouais, il y avait beaucoup de vibes à la Hunger Games dès le départ. Je sais plus ce que je vous disais, j'ai plus de place sur mon téléphone. Donc oui, le début m'a beaucoup rappelé Hunger Games. Après le reste, c'est complètement différent. Ensuite, j'ai découvert Kéléana, le tome 1. Et alors... En vrai, je l'ai fini, donc c'est déjà un très bon point. Et donc oui, ça se lit vite, ça se lit bien. Affronter la nuit aussi, ça se lit vraiment bien. Elle a une bonne plume, Marie Réplin. Et en fait, mon problème avec Kéléana, en fait j'ai beaucoup de... c'est... Alors, les personnages... Disons que je suis pas attachée corps et âme à ces persos, quoi. En fait, il y a un moment donné, en cours de route, où je me suis dit, est-ce que j'abandonne le récit ou pas? Et au final, je l'ai pas fait, et j'avais vu un commentaire qui m'a fait rigoler, parce que il disait que, bon, c'est pas un spoil, hein, mais à un moment donné, Kéléana va recevoir des bonbons, voilà, un sachet de bonbons sur son lit. Directement, elle va taper dedans, en fait, sans se poser de questions. Alors que c'est censé être une assassineuse, elle est censée, voilà, être sur ses gardes, faire attention, pas naïve, finalement, sur certains points, et là elle se pose même pas de questions, alors qu'il y a un meurtrier qui rôde, enfin il y a des choses comme ça. Surtout que en plus ils ont des cours pour justement essayer de différencier les différents types de poisons, je crois. Et en tout cas, si vous ne connaissez pas Kéléana, moi je suis en train de commencer par les bonbons et par les mauvais points, mais en soi c'était pas une mauvaise lecture, parce que la suite présage du bon, et dans le sens où j'ai beaucoup entendu d'avis qui disaient que le premier tome bof et la suite très cool, donc j'ai envie de continuer. Donc Kéléana, c'est une assassineuse qui va se retrouver emprisonnée à perpétuité
dans les mines d'Andover, voilà, je sais pas comment ça se prononce, et le prince Dorian, donc héritier d'Adarlan, c'est marqué Ardalan, j'étais persuadée que c'était Adarlan. Ardalan va lui proposer un marché qui est de devenir son champion afin de concourir dans un tournoi avec tous les plus grands escrocs, assassineurs, ce que vous voulez, du pays, et le remporter pour obtenir sa liberté 4 ans plus tard, après avoir remporté le tournoi. Bien sûr que Keleana va accepter tout plutôt que de rester esclave à Andover. Et voilà, je pense que vous avez les grandes lignes. Donc Keleana, comme je le disais au tout début, il y a des petites choses qui m'ont fait tiquer. Il y en a une autre sur... Pardon. Il est fait mention des règles dans ce récit, et c'est très très cool parce que voilà, ça fait partie de la vie des femmes, donc c'est bien de le mettre en avant. Sauf que je trouvais que c'était vraiment mal mis en avant. On nous dit que Keleana a des douleurs donc au ventre, enfin voilà, elle se sent mal. Et elle a même des vomissements, enfin moi j'ai jamais eu ça, et en fait c'est mis en avant comme si c'était normal de vomir quand on a ses règles, d'être hyper mal, alors que non, en fait c'est pas normal et il faut aller consulter un médecin à ce moment-là. Et moi il y avait trop de petites choses qui me sortaient un peu de ma lecture et j'étais en mode ouais mais ok, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça. Ça m'a pas aidé à m'attacher au personnage et ce triangle amoureux qui me... Ah là là, le prince Dorian, pas crédible, j'ai pas trouvé son personnage crédible. C'était des boss, ce livre. La lecture est fluide, ça m'a aidé à terminer. Je suis quand même curieuse pour la suite, donc on verra bien. Ok, on va rester sur cette joie de vivre, puisque je vais vous parler d'un autre tome que j'ai abandonné. Pourtant, il y a une lecture dont je vais pas vous parler dans cette vidéo, mais qui était incroyable, que j'ai pas encore tout à fait terminée, et donc je laisse ça pour une prochaine vidéo. Mais là, voilà, là on se... Je me vide de toutes ces lectures bof bof, avec les maudits, la lignée des maudits d'une personne sur Terre qui existe, qui malheureusement n'a pas su me convaincre. Alors, La lignée des maudits, écrit par Blouen Guillou aux éditions... Et j'ai chaud, paru aux éditions Didier Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre la famille d'Ava qui, de génération en génération, vend ses services de médium aux plus offrants. Et en fait, dans cette famille, il n'y a finalement qu'Ava qui possède le don de médium. Le reste de sa famille, ce sont des arnaqueurs, voilà. Et donc le jour où l'héritier du trône va se faire assassiner, c'est la famille d'Anna qui va être mandatée pour trouver le coupable. Et on va très vite comprendre que c'est Ava finalement qui va pouvoir découvrir le fin mot de cette histoire, puisqu'elle va réussir à communiquer avec le prince assassiné. Et alors ce prince assassiné, mais il a un culot. J'ai pas du tout accroché avec sa personnalité. Il était en soi pas cool avec Ava, alors que c'est elle qui est vivante. Le gars est décédé, genre d'où il lui donne des ordres, certaines lignes de dialogue, j'étais là, mais pour qui il se prend ce gars en fait, alors qu'il est même pas... il est mort, hein, j'ai pas terminé le livre, donc je vais même pas vraiment pouvoir trop vous en parler. En gros, j'ai bien aimé l'ambiance, et en plus je disais dans ma dernière vidéo que j'étais là pour l'ambiance, mais c'était trop lent pour moi à se mettre en place et j'avais du mal à accrocher avec les personnages, et c'est souvent ça qui joue aussi. Quand on n'accroche pas avec les personnages, c'est compliqué les histoires. Ava, j'avais pas trop d'intérêt à la suivre, donc voilà pour ça. On va terminer sur une bonne note, on va terminer sur une très très bonne note puisque je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Olive et que j'ai lu. J'ai terminé les 4 tomes, donc là pour le coup je l'ai lu entièrement et j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut savoir qu'Olive, c'est un peu un ovni comme livre, c'est-à-dire que c'est ça que j'ai adoré dans cette BD parce que c'est un livre qui prône, voilà, la différence, l'abnégation, la résilience aussi, enfin il y a plein de thèmes abordés, de thématiques très intéressantes. Et il y a aussi cette pointe de mélancolie. Les premiers volumes, moi j'avais ce sentiment d'être dans un espèce de rêve doux amer, et vous allez comprendre pourquoi, parce que on va suivre Olive, donc une jeune fille qui est capable de se créer un monde en fait dans sa tête et d'y vivre, c'est-à-dire qu'elle est là dans le monde réel et en même temps elle n'est pas totalement en phase avec les personnes qui l'entourent, avec ce qui arrive autour d'elle quand elle est dans son monde intérieur. C'est vraiment très bien retranscrit sur les planches, mais en tout cas voilà, elle se retrouve dans son monde, il y a des animaux qu'elle a nommés, etc. Et tout a une signification particulière. Et donc un jour, donc dans ce monde imaginaire qu'elle se crée, Olive
va tomber sur un homme, un astronaute, qui va donc se retrouver dans sa bulle personnelle. Et donc dans la vie réelle, cet astronaute, il existe et il est porté disparu. Donc voilà, ça pose un cadre. Dans cette série de 4 BD, on va traiter notamment de l'autisme, la quête de soi, de découverte de ses origines et de se comprendre, et comment finalement rêve et réalité se rejoignent. Voilà, j'en dis pas plus, notamment parce que j'ai presque plus de batterie, mais en tout cas, j'ai adoré. Le 4e tome, c'est mon préféré. C'est vrai que c'était assez mélancolique, mais en même temps, voilà, c'était une histoire qui touche et voilà, j'arrête de parler. Je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine, prenez soin de vous, salut!